et à tous, bienvenue pour cette seconde conférence qui dure donc 25 minutes. On essaiera de garder un peu de temps pour une ou deux questions. Donc aujourd'hui, une étude de cas portée par Enedis et Spidernet pour découvrir comment créer un dispositif hybride, donc un dispositif présentiel et 360 degrés, pour l'habilitation électrique de personnes qui sont dispersées géographiquement sur tout le territoire français. Un sujet qui concerne des centaines de personnes par an en France pour Enedis, et pour y répondre, l'immersif, la technologie, une modalité qui offre des gains de productivité, d'efficacité pour la formation avec un temps d'attente et de déplacement réduit. Et donc un partenaire technologique, la EdTech Spidernet, un logiciel de formation en réalité virtuelle. Donc je vais céder la parole à Yvan et François qui parleront de ça mieux que moi. Donc à vous la parole et merci beaucoup d'illustrer comment l'immersif concrètement peut servir la formation et répondre à des besoins précis d'une entreprise comme Enedis. Merci Anne-Charlotte. Eh bien donc je suis François Legrand, chef de projet VR chez Spidernet. Spidernet qui est un peu par là, je vous en reparlerai à la fin pour venir nous voir et prolonger ce moment. Je suis ici pour vous présenter donc un dispositif sur la sécurité et l'habilitation électrique qu'on a porté avec Enedis. On va voir ensemble dans quelle mesure ils avaient une façon de faire et que cette façon a évolué en imaginant faire quelque chose d'hybride. Donc avec Yvan, que je vais maintenant laisser se présenter, on va vous expliquer tout ça. Merci François. Donc bonjour, Yvan Gabory, chef de projet formation donc, à Enedis, à la DFP. Je suis basé donc, sur un des 6 campus nationaux dans l'Ouest lyonnais. Je suis intégré au sein d'un département ingénierie, pédagogie et expertise digitale. Et bon, j'ai pour mission d'accompagner les 25 chefs de projet de la Pérolière et de France, bien sûr, puisque comme j'ai dit, c'est national, dans leur conception, réingénierie de projet. Merci Yvan. Alors, la première question, elle va concerner en fait les enjeux. Pour Enedis, les enjeux de sécurité, vous imaginez, sont assez énormes. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ce que ça représente pour vous. Bon, effectivement, Enedis, comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus de 37 000 collaborateurs, avec donc 6% de la masse salariale qui est donc dédiée à la formation. Donc c'est pas rien, c'est même assez énorme. Ça représente environ 1,2 million d'heures donc, de formation par an, avec donc, effectivement, en lien avec notre sujet, 300 000 heures donc, qui sont dédiées au risque électrique. Le risque électrique. En fait, c'est ça. Un quart du temps. Un quart, effectivement, donc, des heures dispensées. Et avec donc une priorité, c'est de travailler en toute sécurité sur nos ouvrages, sur nos réseaux de distribution. D'accord. Alors, puisqu'on parle de sécurité et d'habilitation électrique, est-ce que tu peux nous dire en fait ce que c'est? Est-ce qu'on peut savoir à quoi ça correspond? Effectivement, donc les ouvrages sous tension, donc on n'accède pas aux ouvrages comme ça sans prendre toutes nos précautions. Et notamment sans être habilité, quoi. Donc il y a différents niveaux d'habilitation dans différents domaines de tension. H comme la haute tension, B comme la basse tension, avec des niveaux qui peuvent aller donc de 0 à 1 à 2. C'est pour ça qu'on évoquera H0, B0 notamment. Le dispositif dont on parle concerne H0, B0. Voilà, tout à fait. Ce dispositif, donc, c'est pour notamment permettre un des composants qui permettra, donc la formation, qui permettra d'accéder, d'obtenir son habilitation H0, B0. Mais ça ne suffit pas. Ça permet d'entrer dans un poste électrique et de faire un chantier. Voilà, effectivement. Gens, voilà. Okay. Ouvrir une porte de coffret, de rentrer dans un poste comme on peut le voir à l'image. Voilà, il y a des règles à savoir. À l'image ici, on voit une formation. Est-ce que ça correspond à ce qui était fait jusqu'ici? C'est-à-dire le modèle que vous utilisiez jusqu'à très récemment, c'était quoi? Tu peux nous en parler? Le modèle jusqu'à présent, c'était full présentiel. C'est-à-dire qu'on a une formation théorique en salle, suivie donc d'une évaluation terrain, donc qui peut être effectivement donc l'accès à un poste de transformation pour relever des caractéristiques ou autres. Donc purement présentiel sur un de nos 6 campus nationaux. Ok. C'était des gens qui viennent de toute la France, sur 6 campus. Tout à fait. On est donc Enedis national. Et là, on voit que cette formation a commencé par évoluer dans le temps. Et oui, donc c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à évoquer le mot hybride, hybridation, notamment en transformant donc la partie théorique, en la digitalisant, donc en la transformant du présentiel
en distanciel via un e-learning de 3h30 avec un quiz de réussite aussi, quoi. Ce que tu m'avais expliqué, c'est qu'il y avait une partie théorique et ensuite une partie pratique, toujours évidemment dans un lieu dédié à ça, Voilà. et que dans un premier temps, la première évolution hybride que vous avez faite, c'est de créer cet e-learning. Donc la partie théorique se faisait en mode e-learning et puis validée par un quiz. Exactement. Mais il y a toujours cette évaluation terrain qui Et fait oui. qu'à un moment, comment ça se passe ici? Donc on est bien toujours sur un format hybride hein, avec donc la partie terrain, l'évaluation. Donc on peut le voir sur la photo hein, avec des contraintes notamment qui pouvaient penser un peu de gâchis puisque donc on a en moyenne 10 apprenants sur la session et un formateur. Donc le formateur s'occupant d'une personne lors de l'évaluation pratique. Les 9 autres personnes sont dans l'attente de leur tour, donc un certain gâchis, puis en termes de sécurité aussi, quoi. On est quand même à proximité d'ouvrage, donc les limites de cette version-là, c'est les gens se déplacent, et il y a déjà par le déplacement un bilan carbone qui n'est pas bon, il y a un certain nombre de risques et oui, tout à fait. au déplacement, il y a économiquement, c'est quand même très génial de faire exactement. déplacer. Voilà. On n'a pas dit combien de personnes par an ça concernait cette formation. Alors on est donc sur environ 1500 personnes par an à former pour l'habilitation H0, B0. Donc un gros volume, vous voyez on a à peu près 150 ici, ça représente environ 10 sessions, enfin 10 fois ce volume à former par an, quoi. Ok, et donc, puisqu'on parle des limites, toi tu t'es dit à un moment, je voudrais faire évoluer ce modèle, je voudrais aller vers une hybridation plus digitale. Oui. Et c'est arrivé comment? Alors c'est arrivé comment? C'est arrivé ici au dernier salon donc de la LTF auquel j'ai participé avant Covid, où j'ai eu, j'étais à votre place, hein, assis dans la salle, et c'est donc Speedernet et Air France qui présentaient justement un produit pour le personnel navigant, avec donc votre outil auteur Sphère, logiciel Sphère. Et pour tout dire, ça m'a mis des petites lumières dans la tête. Et je me suis dit, mais en fait, on peut faire des belles choses réelles et sérieuses. Parce que là, on est sur la sécurité électrique, c'est sérieux quand même. C'est très réglementé. Et de là, ça a démarré comme ça l'histoire à un salon. Alors, on entre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on allait faire ensemble? Combien de modules? Comment ça s'est articulé? Oui, alors voilà, là c'était donc effectivement comment est-ce qu'on allait donc pouvoir transposer cette partie présentielle en immersif, tout en respectant la règle de l'art et le prescrit, hein, puisqu'on est bien sur un prescrit électrique. Donc on a, avec votre collaboration, donc on a bien sûr imaginé cette partie immersive pour remplacer donc la partie terrain en réel, selon deux modalités. Une modalité, on va dire, une version entraînement, je m'entraîne, en immersif en 360 à l'aide de clics de souris. Et ensuite, je m'évalue, je suis évalué toujours de façon immersive avec le produit réalisé. Je reviens sur la partie entraînement qu'on voit ici. Comment ça se passe cette partie entraînement? Est-ce qu'on est libre? Comment ça se passe? Alors la partie entraînement, on est sur PC, hein, donc plus de terrain. Et puis comme vous pouvez le voir, là on représente, donc on est dans la rue, on représente un poste de distribution avec notamment ici, ce qui est demandé à l'apprenant, c'est donc d'observer le temps d'observation préalable avant d'intervenir. C'est-à-dire que je ne fonce pas tête baissée, mais je vais donc observer avant d'agir. Et il est épaulé par un avatar. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, donc le petit rond en bas à gauche, on a donc un avatar qui accompagne l'apprenant tout au long de cet entraînement. Ok. Une fois qu'on a mené ce scénario au bout, qu'on a réussi à aller à son terme sans erreur, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors effectivement, on ne va pas s'entraîner jusqu'à que mort s'en suive. L'objectif, c'est d'atteindre l'évaluation et de réussir l'exercice, quoi. Donc, à partir du moment où l'entraînement est validé donc, par soi-même, hein, avec les conseils de l'avatar, hein, l'avatar va même dire « Ok, vous êtes prêt maintenant, il faut passer à l'état d'évaluation ». Donc cette partie se passe sur inscription. Hein, c'est une inscription managériale. Il faut que ça soit tracé. On est bien sur une formation. Donc sur inscription, on va donc pouvoir réaliser l'évaluation en 360 degrés. Okay. Je ne sais pas si c'est toi qui me l'as dit quand on a préparé cette émission ou Patrick Leca, on citera peut-être tout à l'heure. Mais en fait, c'est une aide à la décision managériale, ce dispositif. En aucun cas, il remplace une décision. Tout à fait. L'invitation, elle est faite par l'employeur.
Et donc ce C'est ça. dispositif-là, il aide quelqu'un à prendre une décision, mais c'est pas ça. Exactement. Celui qui délivre l'habilitation électrique, c'est l'employeur. Et l'employeur, eh bien, il va s'appuyer sur une formation, sur une aptitude médicale, sur un comportement aussi, hein. Donc voilà, c'est plusieurs facteurs. Et cette formation est un des facteurs qui permettra à l'employeur d'habiliter son collaborateur. Très bien. Si on fait le point, moi on va faire démarrer un exemple de vidéo qu'on a prise avec le dispositif. Mais si on fait le point sur la façon dont ça se passe aujourd'hui, vous en êtes où de la démarche de l'hybridation de la formation? Alors aujourd'hui, donc, on est toujours en phase d'hybridation, hein. C'est-à-dire que si je reprends l'histoire, on était donc sur un présentiel, 100% présentiel. Aujourd'hui, on est donc sur quatre parties. La partie donc théorique qui s'est transformée en e-learning. Hein, on n'est plus en présentiel mais en e-learning. Avec un quiz donc de 200 questions aléatoires qui sont posées et un taux de réussite à 100% exigé. Oui. Première partie théorique. Avec le quiz. La troisième partie, donc, c'est l'immersif 360 avec donc Sphère sur la partie entraînement accompagné de l'avatar. Et pour terminer, la quatrième partie, donc sur inscription, l'évaluation, toujours en 360, avec, on a pu le voir tout à l'heure, des critères donc, de notation, A, B, C, D, donc automatique, hein, générés selon notre cahier des charges. Et il faut savoir que voilà, à partir de 2 notes C ou 1 D, c'est donc échec. Et il faut que l'apprenant rejoue l'évaluation. Et donc on a calibré l'outil à 3 essais. À partir de 3 essais avec échec, donc là il faut refaire le point avec le manager. Il y a peut-être des questions à se poser aussi, mais il faut repartir sur une inscription. Je pense que dans la salle, vous êtes nombreux à être formateurs ou à travailler comme ingénieur pédagogue. Peut-être qu'un dispositif comme ça, et c'est la question que je vais donc te poser, fait évoluer le rôle du formateur. Est-ce que avec un dispositif de cette nature, le rôle change ou pas? Bien sûr, bah oui, bien sûr. Les rôles changent par rapport au présentiel déjà. Oui. Donc par rapport au présentiel, là, on arrive sur du quasi full distanciel. Donc le formateur, au lieu de s'occuper d'une personne lors de l'évaluation sur le terrain, là pour le moment, il a les 10 apprenants donc, en salle sur lesquels il peut donc surveiller les écrans, voir comment ça se passe. Mais il n'y a plus la partie terrain avec les risques que ça encourt, notamment le risque de plein pied ou risque électrique aussi. Ok, très bien. Donc là on retrouve effectivement donc la grille de cotation, hein, sur une thématique, hein, avec, vous pouvez le voir, des ABCD, donc sans erreur, erreur acceptable, erreur majeure pouvant causer un risque, ou erreur grave, comportement dangereux. Donc là, c'est échec assuré. Il faudra recommencer. J'ai une question sur la suite, puisque là on arrive un petit peu au bout de la démonstration de ce qu'on a fait, de là où vous en êtes. Je crois savoir qu'à partir du deuxième semestre 2022, tu vas encore faire évoluer le dispositif. Oui. Je peux revenir peut-être un peu en arrière pour que vous voyez. Ouais, effectivement, vous pouvez le penser, hein, voilà, on a commencé avec du présentiel, on a basculé vers l'hybridation et donc en digitalisant le e-learning. Maintenant, on est donc en mettant l'immersif et donc tout à clic de souris et via le LMS, hein, aussi. La suite logique, donc à partir du semestre 2, on va donc se lancer sur du full distanciel par rapport à cette habilitation H0, B0. Enfin, la formation permettant l'habilitation H0, B0, avec, comme je le disais tout à l'heure, on a environ 1500 apprenants annuels. On va être sur une flotte d'environ 700 personnes pour terminer l'année et pouvoir en tirer un bilan en fin d'année, justement, sur ce full distanciel en immersif. Ok. Merci beaucoup. On en arrive au terme de notre présentation. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Alors, je vous écoute. Bonjour madame. Peut-être un micro qui arrive. Bonjour, j'avais vu le même dispositif chez Air France au niveau de... Voilà, donc, vous le connaissiez? Voilà, je connaissais. Alors moi, là où je m'interroge par rapport au risque électrique et de l'habilitation électrique, on a des risques dans diverses situations. Et là, on voit une situation d'entraînement. Alors on valide ou on ne valide pas, certes, et on passe à l'évaluation finale ou pas. Mais est-ce que dans ce dispositif immersif, vous avez pensé
une diversité de situations en termes d'entraînement. Et pas parce que je dirais avec la mémoire, il y a un moment, quand on Bien a sûr. certains environnements immersifs, quand on répète, à force de répéter, on mémorise, mais on n'a pas forcément compris. Et je pense que le risque électrique, il est un peu plus compliqué. Très bonne question. Très bonne question, puisqu'effectivement, donc, on est sur la partie évaluation. On a donc deux ordres de travail différents. Hein, et on ne va pas rejouer ce qu'on a fait donc, en entraînement. Pardon, je cherche mes mots. Donc l'évaluation comporte, on va dire, 2 chantiers différents, toujours au sein d'un poste de transformation. Mais c'est varié, effectivement. On ne fait pas un bis repetita de l'entraînement, quoi. Oui, et après, si la personne ne valide... On va vous remettre le son. Si la personne ne valide pas, est-ce que dans les nouveaux entraînements, vous remettez d'autres situations? En fait, ça dépend un peu de la pédagogie qu'on veut. Ouais. Eux, ils ont... Là, c'est très particulier. Je vais reprendre juste une chose Vas-y. pour dire que quand on arrive sur un poste électrique pour l'habilitation à jour B0, il y a une procédure qui est toujours la même. En fait, on a un temps d'observation préalable avec des risques. Et là, on a mis un maximum de cas avec la possibilité soit de tous les trouver, tant mieux, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, ce ne sera jamais bloquant en réalité. Mais du coup, on a mis vraiment une grande diversité de cas possibles. Une fois qu'on est dedans, en revanche, il y a une hiérarchie du risque, on va dire. En gros, je vais être un peu... quand on a beaucoup discuté sur ce dispositif, on a beaucoup parlé de choses qui pouvaient se passer. Il pouvait par exemple y avoir un coup de vent au moment où on ouvre la porte. Du coup, la porte peut blesser l'agent. Du coup, ils ont mis un bloc-porte. Il peut y avoir un serpent à l'intérieur qui est bien au chaud et au moment où on ouvre, apparemment c'est des cas réels. Des cas réels, hein, oui. Donc il y a une procédure d'ouverture de la porte qui est particulière. À l'intérieur, on peut avoir une plaque qui a bougé, donc un risque de chute, etc. Tout ça est catalogué et du coup on le propose. Voilà, je ne vais pas faire trop long sur le sujet, mais dire que on adapte en fait au métier des gens, c'est quoi vos risques et vos possibilités. Ouais, on a vraiment mis la souplesse de la 3D, installer des risques réels qui sont vécus au quotidien lorsqu'on va faire une visite. Hein. Donc il y en a plusieurs, comme François vient de les citer. Quoi. Exact. Est-ce qu'il y a une question ? Voilà. C'est bon ? Oui, merci. Quand la formation était en présentiel, les participants pouvaient échanger entre eux et évoquer peut-être leurs pratiques et ce qu'ils pouvaient mettre en application, les trucs, les astuces. Là maintenant, en semestre 2, tout va être à distance. Et du coup, est-ce que vous avez prévu aussi un espace pour repermettre ces échanges, peut-être dans le cadre du LMS ? Alors oui. Alors ça ne sera pas dans le cadre du LMS. Alors je reviens juste sur ce que vous avez dit au début, les astuces. Alors il n'y a pas trop d'astuces dans le risque électrique. Ouais. Sinon ça peut mal finir. En fait c'est très réglementé, donc il n'y a pas d'astuces et la ligne elle est là, elle n'est pas comme ça. Par contre, ce module, c'est en fait le prérequis du parcours de formation de nos nouveaux embauchés. On a un timer d'ailleurs, on voit. Donc, effectivement, comme je viens de le dire, au 2e semestre, ça va être tout en distanciel. Donc là, l'échange est un peu compliqué, malgré qu'il y a en amont une explication du formateur. Par contre, suite à ce module et on va dire une évaluation positive, l'apprenant, en fait, ça y est, c'est la porte d'entrée pour pouvoir poursuivre le parcours de formation où là, il va retrouver effectivement en présentiel donc ses camarades de classe et le formateur, quoi. Donc l'échange va se faire à partir de ce moment-là, effectivement. Merci. L'apprenant, il fait son... On va se présenter, ouais. E-learning de 3 Tu dis aujourd'hui, je suis heures, accompagnée de Léna et Pauline. Et comment ça se passe? Parce qu'ils ne sont pas chez nous. Je dis pas Pascaline. En même temps, je pense que comme c'est absolument indispensable qu'ils obtiennent cette habilitation, il y a une vraie motivation. Oui. C'est pas comme une formation à la vente. Et après, c'est moi qui prends la parole. On va vraiment s'améliorer. Je comprends, mais 3h30 tout seul, moi j'ai toujours eu des doutes par rapport à... Effectivement, le module dure 3h30, mais en fait, ce sont 6 modules à l'intérieur. Pédagogiquement, faire un e-learning de 3h30, je pense que vous allez me dire, mais ils sont à côté de la plaque à Enedis. Donc nos e-learning, j'ai plus exactement la durée en tête, mais on va partir autour de 20 minutes à peu près, 30 minutes maxi. Donc ce sont 6 modules à réaliser, plus le quiz à la fin, donc 7 modules en tout. Donc effectivement, ils sont pas chez eux, ils sont en unité sur leur base. Et
on le souhaite et on le conseille vivement, accompagné justement par un référent ou un tuteur au besoin, quoi. Ouais, c'est très bien. Dans leurs unités sur place. Comment ? Voilà, ils peuvent avoir quand même un appui qui est là. L'objectif, évidemment, ce soit eux qui réalisent le e-learning, hein. Mais on a vu des choses. Il y a une question par là, je crois. Merci beaucoup. Deux questions. La première, au départ, ce qui avait motivé le fait de passer à la nouvelle évolution vers du digital, c'est qu'il y avait des apprenants qui étaient un peu en attente, qui faisaient rien pendant qu'il y avait de la pratique. Là, dans le nouveau dispositif, pendant qu'il y avait l'évaluation d'un seul des apprenants. Là, dans le nouveau dispositif, comment ça se passe? Comment vous avez résolu ça? Parce que comment vous avez organisé le fait qu'il n'y ait personne qui attende? Parce qu'au final, il y a quand même une évaluation une fois par an. Alors, donc oui, effectivement, ce qui a motivé d'en arriver à cette hybridation, c'est le fait déjà de déplacer les gens, hein, puisque donc ça vient de toute la France. Il faut les déplacer pour venir sur un campus. Bon, déjà, comme l'a si bien dit François, l'impact carbone, bon, pas terrible. Donc du temps aussi, pour une formation assez courte quand même. Donc on s'est dit, il y a peut-être mieux à faire. Et puis quant à la mobilisation... Vous m'aviez dit que initialement c'était 3 jours quand même sur site. Là c'est plus qu'une demi-journée. Initialement c'était 3 jours, oui. Un des avantages c'est ça. Même si c'est sur site, ça va rester qu'une demi-journée au lieu de 3. Et donc pour répondre à la question, le fait d'attente des apprenants, on va dire des 9 apprenants pendant qu'un apprenant était en évaluation avec le formateur, là avec le système donc immersif, chacun est devant son PC. Donc il n'y a plus le fait d'attente. Vous allez être 10 ici, vous allez être 10 à faire l'évaluation autour d'une table. Énorme. Pour le moment, on en est là, avec l'ambition donc au prochain semestre de le réaliser comme les e-learning, donc en unité. Donc il n'y a plus cet effet d'aller sur le terrain et d'attendre que en tout cas, je ne me serais pas ennuyée pendant mon apprentissage. Précédent soit passé. Alors imaginez le 10e, c'est là pour ça pouvait être c'est long, vachement bien. C'est que tu as une il y avait du gâchis, quoi. Il y avait du gâchis, quoi. Alors, il reste 5 minutes, donc vous êtes très très bref. Monsieur, levez la main avant. Juste une petite question par rapport à la réglementation. Donc, il y a une durée à respecter sur les habilitations. Et si la personne va un petit peu vite, quel est le contrôle sur ces durées du coup? Parce que par rapport au code du travail, il y a toujours l'histoire de la durée de l'habilitation qui est réglementée. Et comment on peut le contrôler du coup? Alors justement, l'outil est quand même bien paramétré et bien foutu. Parce que François l'a dit tout à l'heure, alors je ne sais pas comment l'expliquer techniquement, mais il y a un peu des chronos dans cette évaluation aussi. Lorsqu'il parlait de l'ouverture de la porte, c'est un des risques que l'on a identifié. C'est-à-dire qu'il est arrivé que des collaborateurs se prennent la porte dans le nez parce qu'ils ne maîtrisent pas, les portes sont pleines, s'il y a un coup de vent, difficilement maîtrisable. Donc effectivement, rien que déjà par rapport à ce temps et tout, j'ouvre la porte, je ferme la porte, là déjà il y a un problème. Effectivement, l'outil... Tout est chronométré en effet. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, et paramétré pour l'entraînement, il y a un avatar. Il dit, t'as pas fait un truc un peu trop rapide là? Enfin, on va de manière gentille auprès des gens leur dire, attends, tu as un temps d'observation préalable à respecter, ce temps d'observation, il doit être réel, et du coup, si tu te mets à avancer tout de suite, en fait, dans le logiciel, on ne va pas avancer, il va y avoir une fenêtre qui va apparaître et indiquer à la personne qu'il a peut-être été un peu trop rapide et qu'il devrait prendre son temps pour refaire. Donc on va respecter ça. Oui, bonjour. Je travaille sur ce type de formation au sein du groupe ATSI. Vous ne parlez pas d'assiduité, puisque on est fois d'assiduité, et sur ce domaine, c'est assiduité de 7 heures, dont une durée de présentiel incontournable vis-à-vis de la réglementation, qui est 2 heures sur cette partie. Comment vous avez pu réglementairement passer, entre guillemets, outre cette partie pratique incontournable, intégrée dans votre outil? Alors comment on l'a passé? Évidemment, on n'a pas dit on a une 10, on fait ça, c'est nous qui commandons. Donc tout ça, c'est bien réglementé. Hein. Il y a le code du travail, il y a tout ce qui est donc travaux sous tension avec la CERECT et tout. Donc ça a été validé notamment via le comité des TST. Donc voilà, on a franchi tous les jalons pour pouvoir donc transposer ce présentiel digitalement, on va dire, en immersif. Au sein d'un LMS, j'imagine que c'est ça que vous via le LMS. Après, tout est tracé dans le LMS aussi. Sur son LMS, fait son module de formation via cette identification-là, avec un numéro professionnel
qui lui est personnel, donc il apparaît comme étant... il y a le matricule, et après le temps de réalisation du module, lui est compté. Et donc, il est enregistré. Je ne sais pas si c'est bien, ça correspond à la question. Vous avez fait pour passer au-delà de cette partie-là. Ce qui me pose, moi, problème aujourd'hui quand je veux le faire. Oui. Alors, comme je le disais à madame, en fait, donc ce module, c'est vraiment le prérequis d'un long parcours derrière, avec donc immédiatement retour en présentiel dans les mains du formateur, avec énormément de pratiques derrière. Hein. Là, ce qu'on a voulu donner, c'est vraiment l'habilitation de base, la porte d'entrée pour pouvoir intégrer le parcours ensuite et pouvoir justement réaliser les travaux qui vont commencer à monter en puissance sur les domaines de tension ou sur les habilitations. Et c'est là où on va justement faire de la pratique en campus avec le formateur. Et cette première partie H0B0, effectivement, elle est tracée via le LMS et voilà, c'est ce qui nous permet de conclure parce que malheureusement le temps nous est compté, mais honnêtement, je comptais le répéter. Moi, je travaille chez Spidernet, François Legrand, et on est en H24 à côté, et on va être là dans les 2 prochaines heures. On serait très très heureux, mais vous pensez bien, vous prolonger cette expérience et vous expliquer un petit peu, vous répondre aux questions que vous pouvez avoir, même sur le réglementaire. Donc merci infiniment à vous tous d'avoir été présents pour ce travail qu'on a fait qui nous a beaucoup occupé. On était très 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 heureux de vous présenter. Merci.